j'ai eu le plaisir d'avoir une longue discussion très intéressante avec un homme qui a connu l'école vers ses débuts. Cette personne a côtoyé beaucoup de personnes de près dans le milieu panafricanisme, en particulier Kalala Omotunde. Son témoignage nous fait dire que des vagues successives de promotion se sont fait prendre au piège de cette école et qu'à chaque fois le fondateur essaye de recommencer avec d'autres personnes ou une autre base. Il insiste aussi sur l'absence totale de cadre et d'amateurisme de Nswali débutants. J'ai coupé de longs passages de cette interview très intéressante car mon interlocuteur m'a confié des choses et des discussions qu'il a partagées avec Kalala et qui je pense doivent rester pour lui. Je vous invite à prendre un moment pour écouter cette interview. Bonjour à toi, je te remercie de m'avoir fait confiance et pour cet échange. Tu as connu l'école à ses débuts et c'est intéressant d'avoir des témoignages des années avant 2020. Tu me disais que la première fois que tu as croisé le chemin de Nswali, c'était à Paris lors d'une conférence en 2017. Peux-tu nous en parler ? C'est une période où effectivement j'avais beaucoup de déplacements, puisque je vis en Martinique et donc je me déplaçais dans le cadre d'un travail que je faisais pour moi. J'étais allée à un colloque, La conscience et l'invisible, en 2017 à Mutualité. Et donc dans ce cadre-là, le contact que j'avais avec un ami ici, qui s'occupe du milieu panafricaniste, il me dit, tiens, tu sais, si tu vas à Paris, tu peux aller voir cette conférence et puis me donner tes impressions. Et donc c'était la conférence de Swali à Gare de l'Est et je ne connaissais pas et donc je vais et donc en fait une petite salle, elle est remplie. Et donc, en fait, je vois un conférencier qui est brillant. Bon, le PowerPoint est bien illustré, bien fait. Et donc, je découvre les choses. Je regarde. Et donc, en fait, on était peut-être 40, 45 personnes. Et donc, en fait, après, je m'en vais. Quand je rentre en Martinique, je dis à cet ami-là, qui est panafricaniste et qui organise des choses, je lui dis, bon, tu sais... le conférencier, il a l'air brillant et puis bon, ça se tient et sa conférence a fonctionné, quoi. Voilà. Donc ta première impression est positive, tu es emballé. Il faut dire que Nswali est un bon orateur et que nous avons tous ressenti cette sorte de fascination quand on découvre pour la première fois le personnage et le discours. Tu assistes ensuite à un séminaire en Martinique et tu as une autre impression. Ici, il décide d'organiser un séminaire en Martinique auquel je participe. Je pense que c'est courant 2018. Et donc, en fait, c'est plus qu'une conférence, quoi. Donc, ça devient un séminaire. Et donc, c'est plus la partie animation et la partie autre que le discours, qui paraît improvisé, qui paraît balbutiante. Enfin, en tout cas, je ne me sens pas sécurisée, je ne sens pas de cadre bien posé, je ne sens pas d'expérience. À ce moment-là, j'avais la séduction du conférencier qui illustrait bien ses propos, mais c'est sur la partie animation, ça me gênait. Quand on nous a parlé par deux et puis qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, enfin bref, tu vois. Bon, en tout cas, ça me pose question, mais pas plus que ça, et donc je continue, mais tu vois, j'ai pas l'impression de m'être positionné comme un élève. C'était un séminaire qui durait combien de temps ? Je voudrais pas me tromper, mais je pense que ça n'a pas duré plus qu'un jour, non. Mais l'après-midi, on a fait une pratique. Mais je pense qu'il était au début de ces... J'imagine qu'il en était au début, je sais pas, parce que c'était tellement balbutiant. Tu assistes à un autre séminaire. Tu vois la transformation avec un polycopier qui est distribué. L'école commence à s'organiser et dans les pratiques, il y a quelque chose qui te dérange. En fait, ce qui a beaucoup changé, c'est un document qu'on nous a remis après une nouvelle programmation. Et là, c'était dans un espace beaucoup plus... C'était à Saint-Joseph, l'autre c'était au nord, c'était au Pêcheur. Enfin, le cadre était mieux et puis là, il y avait eu un progrès. Il y avait des conférences en amont, dans les salles de conférences. Et puis, il y avait le séminaire avec des pratiques. Là, il y avait quand même pas mal de monde. Et ce que je retiens, c'est qu'il y avait une amie qui partait en langue
Elle discourait dans une langue que personne ne comprenait. Et se levait, marchait dans la salle. C'est dommage que cette jeune femme ne comprenne pas ce qu'elle-même disait, qu'elle ne comprenne pas pourquoi elle le disait. Tu vois, donc elle n'était pas consciente. Et donc ce que je comprenais, c'est qu'un cadre bienveillant devrait permettre à cette participante de comprendre ce qui lui arrive et qu'elle puisse avancer avec ça. Donc encore une fois, tu remarques que des gens expérimentent des choses, mais que lui ne permet pas à ces personnes ni de comprendre, ni d'être véritablement accompagné dans ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de suivi comme si c'est lui qui était l'élève. Ça me rappelle quelqu'un qui disait qu'il était à l'école du Zola, dans le sens où c'était lui qui essayait d'apprendre le Zola, l'amour, dans son école, comme un élève. Tu suis des cours en ligne à l'époque ? Alors, tu vois, il n'y a pas de cours en ligne à ce moment-là. Ce qu'on a, c'est un polycopier. Je l'ai pas porté là, mais il y a un polycopier sur c'est quoi les soins Gataki. Il y a les photographies des pierres, il y a les photographies de figures géométriques, spirituelles, etc. À Paris, tu participes à un séminaire sur la Vierge Noire. Et cela confirme ton impression. Je venais à Paris et il y avait un séminaire de cette école qui était sur la Vierge Noire. C'était dans une grande salle. Et là aussi, ce qui me frappe, c'est que des personnes rentrent en transe. L'assistante, c'est seule l'assistante qui arrive à calmer, on va dire, à contenir les personnes, à les sécuriser. Moi, j'ai eu l'impression que lui, le boss là, il pouvait pas contenir son cadre. Et donc, en fait, je comprends que le séminaire, que cette activité n'aurait pas pu se dérouler s'il n'y avait pas cette autre personne qui intervenait, qui entre les corps allongés, qui sécurisait, qui mettait la tête de ce côté-là, qui vraiment allongeait les jambes, qui prenait soin des personnes qui étaient en transe. En fait, ce que tu dis, c'est qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Que sans cette personne, ça leur a été hors de contrôle. Exactement. Exactement. Il y a un dernier séminaire auquel tu assistes en Martinique, et là, tu comprends que Nswadi a compris le filon d'or. Il y a un autre séminaire en Martinique, et c'est celui-là qui va être la goutte d'eau, qui va déborder. C'est vraiment celui-là où je vois le mensonge. Le séminaire se repasse dans le même cadre à Saint-Joseph, qui est assez large. Enfin, il y a un espace vert. Là, c'est lorsqu'il parle du Gataki. En amont, les prix ont dû être multipliés par 10, quoi. Donc les prix ont explosé. Et tu confirmes que c'était le même format, la même durée de séminaire ? C'était sur 3 journées, mais c'était aussi, le premier était aussi sur 3 journées. Et pourquoi tu dis que c'est la goutte qui a fait déborder le vase ? Tu vois, donc là, comme il nous est dit que nous étions à la première génération de Gataki 2, et donc nous avions cette primeur, et puis en même temps, une demi-heure ou 3/4 d'heure après, le même boss nous raconte qu'il a eu des soucis avec les Gataki 2 au Québec, au Canada, là où il est, et qui avait outrepassé on va dire vraiment, qui s'était rendu chez des personnes, donc des hommes qui s'étaient rendus chez des femmes, et aurait abusé de ces dames, puisque ayant des pouvoirs de se déplacer, etc., etc. Alors là, d'une part, ça me choque. Et puis, d'autre part, je vois le mensonge, c'est-à-dire que s'il y a des attaques déjà au Québec, nous ne sommes pas la première génération. C'est vraiment choquant. Et puis, il se passe quelque chose d'original, donc il doit quitter le boss doit quitter le cadre parce qu'il bénéficie d'une naturalisation au Canada. Et il va partir et laisser le cadre à cette même personne bienveillante que j'avais vue à Paris. Donc pour résumer, tu découvres aussi qu'il vous ment, car il vous faisait croire que vous étiez la première génération de Nga Gataki. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. C'en est trop pour toi. Qu'est-ce que tu fais à partir de là ? Je vais faire un voyage en Égypte et juste, il faut dire qu'il y a Dibon Paris qui avait fait des conférences ici, toujours dans
dans le cadre panafricaniste, le même qui avait organisé le séminaire du boss là. Et donc en fait, il a créé une association Nialuji et puis il fait une croisière sur le Nil. Mais juste avant ça, je structure un mail. Il faut me dire non, je ne veux plus participer à ça. Donc tu envoies un email à Nswadi pour lui dire que tu arrêtes de participer à ce qu'il fait. Pourquoi tu ne veux plus participer à ses activités? Je ne vais plus participer à ces activités parce que je trouve que l'éthique n'est vraiment pas bonne, d'une part, hein, et puis d'autre part, qu'il y a du mensonge, d'autre part, et puis qu'il y a de l'escroquerie. Je me suis sentie tellement délivrée quand j'ai envoyé ce mail. Et donc après, pour moi-même, j'ai cherché à me purifier des entités que j'aurais pu connecter là, dans ces cadres-là. Voilà. Est-ce qu'il t'a répondu? Ah non, aucune réponse, hein. Ah non, aucune réponse. Qu'est-ce qui te choquait le plus avec le recul dans ce que Nswadi faisait et fait encore? Mais tu vois, déjà que tu produises des cadres, et que ces cadres abusent de femmes. C'est chaud, cette énergie, elle est malsaine. Et puis, tu vois, il y a aussi l'escroquerie, vendre quelque chose, un bien, mais par tromperie. Eh ben, c'est ça. J'étais trompée sur, d'une part, la génération de Gataki, j'étais trompée sur ce qu'il y avait dedans, puisque des cadres peuvent avoir vraiment des comportements qui sont abusifs, esclavagistes, enfin bon, criminels quoi. Et puis, l'autre chose, c'est l'absence de cadre véritablement qui se confirmait. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas allées à ce séminaire et qui commençaient à critiquer même l'organisateur pour lui dire pourquoi ça s'était multiplié par 10, tu vois. Et donc, je commence à voir que même sur le plan financier, il y a l'escroquerie aussi, hein, sur le plan matériel. Pour moi, le cadre doit être propre. Et l'éthique spirituelle, elle est vertueuse, quoi. Tu vois, elle peut pas se débarrasser de choses comme ça. Donc, en fait, c'est tout ça, hein, qui fait que je trouve la force en 2019, là, à Paris, quand j'ai envoyé ce mail, et en fait, j'étais délivrée. Alors je t'avoue, je doute un peu de cette histoire de Nga qui aurait outrepassé leur cadre et fait de mauvaises choses au Canada. Quand tu comprends la façon dont il fonctionne, il va toujours discréditer ceux qui sortent de l'école ou ne vont pas dans son sens, pour ne pas qu'ils viennent brouiller ses messages ou mettre un doute dans la tête de ses élèves. On l'a vu quand des Ngas sont partis plus récemment. Melvina, Moana Bakulu, Yann Junior. Il a été pris en flagrant délit de répandre des rumeurs sur les groupes WhatsApp. Et derrière les coulisses, il va jouer les victimes, demander à d'autres de plaider pour lui. C'est de la manipulation. Et s'il vous disait que vous étiez la première génération Gataki, comme s'il reniait les premiers Nga, cela me fait dire qu'il y a sûrement des personnes qui sont parties, une personne de cette époque-là d'ailleurs a témoigné, et que de répandre des rumeurs à leur sujet était déjà un mode de fonctionnement pour les discréditer par anticipation de possibles critiques à son égard, tu vois. C'est probable, hein. On ne pouvait pas vérifier, c'est-à-dire, tu vois, je n'en entendais pas, hein, mais j'ai su qu'il y avait au Canada, hein, plusieurs personnes aussi qui étaient victimes de malversation et qui étaient allées en justice. Donc, il avait pris des avocats, il y avait plusieurs actions en justice, hein, je sais, qui se sont déroulées. Je suis justement en train de discuter avec des gens du Canada. Alors, s'il s'est passé des choses, on finira par le savoir. Toi qui côtoyais Kalala Mutunde, est-ce que tu lui en parles à cette époque? Est-ce que tu en parles aux gens que tu connais? Parce que c'est quand même important de dénoncer ce genre de dérive qui perd les gens en agitant quelque chose que lui, Nswadi, appelle tradition, alors que c'est autre chose et qui finalement nous perd et nuit à la communauté. Et je l'ai partagé ça à Kalala, hein, puisque en fait, j'en parlais à Kalala Mutunde pour lui dire que, ben voilà, que le nombre d'or, c'était pas ça, finalement. Je l'ai partagé, hein, vraiment à Kalala pour lui dire, tu sais, je crois que je me suis trompée. Je t'assure que c'est pas un cadre propre, etc. Il y a une escroquerie, il y a du mensonge. L'éthique n'est pas, c'est vraiment pas ça. Et donc, en fait, Kalala a organisé, il a été soucieux que je puisse dire désormais, hein, que ce cadre-là n'était pas vertueux, que ce cadre-là n'était pas loin de là. Kalala Mutunde était vraiment quelqu'un de très inspirant et très actif. Sa disparition a laissé un trou béant.
En tout cas, quand en 2022, la veille de son décès, le soir même de son décès, il vient à Martinique et je vais le voir parce que il y a un salon du livre à Dillon et il doit m'apporter des ouvrages et j'échange avec lui. Je vais donc au Lamentin, là où il était, mais il avait donné une conférence à l'espace Sonac sur le génie africain. C'était génial. Il fallait voir comment aussi, lui, il était totalement, avant la conférence, il était dehors avec les personnes qui allaient entrer, qui venaient, il était généreux, il rencontrait les gens, vraiment, c'était... Oui, c'était vraiment quelqu'un de bien. Nous avons besoin de plus de personnes inspirantes comme lui. Et ce que tu nous dis, c'est que Kalala voulait prévenir les gens de son école de la nature exacte de ce que faisait Nswadi et son école, de les avertir. Oui, il voulait les prévenir, lui, dans son école, la Nija, oui. Il a voulu détacher ceux de son école qui y étaient. Il faut dire qu'en plus du manque de cadre flagrant, il y a, comme tu le dis, tous ces mensonges autour de ce qu'il vend comme la tradition. On entendait tout le temps, la tradition a dit, mais c'est du plagiat. Du plagiat d'Achayadine, du plagiat de Luc Baudin, mais du plagiat des uns et des autres. Le plagiat, c'est de l'esclavagisme. C'est pas ce qu'on doit promotionner. Si on veut promotionner le bien, quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le mensonge non plus qu'on doit promotionner si on veut combattre le mal parmi nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ça qui me révolte. Et toi, tu as essayé de faire un travail pour, on va dire, rattraper tout cela ? Oui, même jusqu'à présent, dans le travail que je continue sur moi-même, j'ai voulu récupérer l'énergie que j'y ai mise, parce que j'ai quand même mis de l'énergie, c'est-à-dire j'avais quand même donné à la fin d'une conférence en Martinique, la première année, mon avis sur la conférence. Je trouvais ça époustouflant, je trouvais ça vraiment qui nous apportait beaucoup de connaissances donc mon image était associée à cette école. Et c'est sûr que quand on a compris ce que fait cette école, on ne veut plus y être associé de quelque façon que ce soit, ni apparaître dans des vidéos ou des écrits que l'école utilise encore pour sa promotion. Dans un travail sur moi-même avec la récupération de mon énergie, dans les divers cadres où je l'ai apporté, il est nécessaire souvent de voir, quand on est rentré dans un cadre, on ne fait pas toujours le bien finir, et on s'en va comme ça et on laisse un peu de soi-même, un peu de son énergie dans le cadre. Certainement que j'ai contribué à faire en sorte que des personnes soient venues voir à cette école. Il y a beaucoup de gens qui ont participé et quand ils étaient dedans, ils ont contribué à enrôler des gens, promouvoir des choses qu'ils n'auraient jamais promues s'ils avaient vu et qu'ils ne recommandent pas aujourd'hui. Je me rappelle du message de Mouana Bakoulou quand il a quitté l'école, qui a laissé un message sur le groupe WhatsApp pour dire que oui, il avait participé à cela, et qu'il en était désolé, mais qu'il se sentait aussi responsable d'avoir amené des gens dans cette école et qu'il essaierait de travailler pour apporter autre chose désormais, et quelque part corriger cela. C'est un sentiment très compréhensible et que partagent beaucoup, je pense. Et avec le recul, on se demande toujours, mais comment on est tombé dedans ? C'est pertinent de voir comment il y a... C'est peut-être de la nature humaine qui fait qu'à des moments, il y a des blessures qui nous font mordre à un discours. Sans citer ce cadre, je connais un autre cadre où l'éthique est vertueuse et où, malgré tout, à l'endroit de la blessure, comme le garant du cadre, on projette dessus, depuis ces blessures, même dans un cadre vertueux, à l'endroit des blessures, on peut trouver des personnes qui critiquent. Et je crois que la critique là que tu as commencé à faire dans vos vidéos, c'est une critique de l'éthique, une critique du cadre, une critique vraiment de notre point de vue, et qui n'est pas à l'endroit de la blessure. Et c'est celle-là que j'appuie. Oui, tu as raison, on a des blessures qui peuvent dans certains cas nous faire critiquer celui qui nous aide. Et je ne parle pas de cela. Ce que je critique, c'est effectivement le cadre, c'est-à-dire le mensonge, l'escroquerie, le manque de bienveillance, la tromperie, l'hypocrisie, l'enrichissement personnel par exploitation de nos blessures, l'endoctrinement, la non-incarnation des valeurs, les dissonances énormes. Et tu vois, je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à cause de gens comme cela, des personnes vont se détourner de leur tradition, car ce qu'il fait en l'usurpant, la salit, éclabousse les autres.
Oh, moi aussi, je suis heureux pour ça. Mais parler déjà de tradition et puis y mettre autre chose, c'est grave. Et puis, comme le marketing est adapté, il est d'aujourd'hui, il y a danger que la marchandise continue. Sauf si les personnes ont des critères pour s'orienter vers un cadre. Hein. Il faut que le cadre soit vertueux, il faut qu'il y ait des chartes, il faut qu'on sache d'où vient l'information, et puis est-ce qu'il y a des résultats aussi, hein, sur nous-mêmes, hein, dans notre vie. Hein. Il y a véritablement des critères à mettre, hein, pour l'avenir. Et puis si on ne met pas de ce cadre-là au sein de nous-mêmes, hein, au plan collectif, ben, la bataille on ne peut pas être gagnée. On peut pas ériger l'Afrique au-delà de l'humanité sur des bases frauduleuses, sur une absence d'éthique, sur l'escroquerie. C'est pas possible. Sur ces valeurs-là, non. On peut pas. Et puis on l'entend citer des grands noms. Il parlait lui-même de Kalala lors de sa disparition en surfant dessus pour dire qu'il fallait se battre pour la cause. Il cite Cheikh Anta Diop. Et plein de personnes qui ont réellement contribué, comme pour s'approprier leur travail, valider son approche à lui, tu vois. Oui, mais c'est ça le danger du panafricanisme. Il me semble que c'est celui-là. Il y a des auteurs qui ont amené une pierre importante et pour autant, même des escrocs vont s'en réclamer. C'est pas. On a des exemples ici. Ici, c'est Césaire et à toutes les choses. Dès l'arrivée à l'aéroport, d'ailleurs. Oui, ça participe de l'escroquerie. Ça participe de la volonté de dominer. Et pour dominer, il faut se projeter plus haut. Il faut dire, je suis de la trempe de ceux-là. Ici, tu te dis que la poule ne compte pas son bouillon, quoi. Et ce qui est encore plus horrible, c'est qu'il y a des personnes qui viennent soit à lui, soit à Denga, qui jouent le même jeu dangereux, qui ont vraiment besoin d'aide. Ils se mettent dans les mains de personnes pour beaucoup incompétentes et qui font beaucoup plus de mal que de bien à long terme. C'est grave parce que c'est des personnes à prendre en charge. Enfin, c'est des personnes qui ont besoin de se prendre en charge, qui ont besoin d'aider, qui ont besoin d'aide, et qui sont abusées, et qui sont... Ouais. Et pour finir, une dernière question pour toi. Que penses-tu de ce qui se passe maintenant ? On va dire que c'est l'énergie de la lumière. Pour moi, la lumière a déjà gagné. Pour moi, la lumière a déjà gagné. Ça passe un peu par aux États-Unis où des pédocriminels sont identifiés, des enfants sont libérés. Donc en fait, moi j'ai compris que pour prendre son énergie, de faire des vidéos, pour témoigner qu'une école est frauduleuse, j'ai trouvé ça grandiose. Et comme j'avais pas eu ni l'idée, ni l'énergie de le faire, ni de témoigner, je me suis dit, ben voilà, c'est là qu'il faut. Ils ont raison de le faire. Et mon énergie, oui, ben moi j'ai partagé les premières vidéos. Je les ai partagées à des personnes qui étaient dans l'école. Et il y en a une ici qui m'a répondu, on verra avec le temps. Et j'étais content que ces vidéos existent, hein, que c'est des outils pour... Je pense qu'à l'époque, on aurait échangé ces vidéos à ceux qui sont dans Anija. Voilà, c'est-à-dire que le navire doit couler. Ce navire-là doit couler. Et ça, c'est l'énergie de la lumière actuelle, hein, qui décide qu'il doit couler. Et si nous sommes plusieurs à l'aider à couler, tant mieux. Un être est divin, un être ne doit ni être manipulé, il doit assurer sa souveraineté, c'est le chemin, quoi. Donc toute autre initiative qui s'interpose entre nos blessures et notre chemin de retrouver notre être, et puis nous détourner, nous soutirer de l'argent et nous manipuler, c'est dommage. Non,
Pas question. On n'a pas besoin d'intermédiaires pour se connecter à la source de lumière et d'amour. On n'a pas besoin d'intermédiaires. On n'a pas besoin de s'aliéner. Voilà, c'est une aliénation supplémentaire. Ce sur quoi vraiment j'aurais voulu insister, c'est combien celui qui est blessé attaque le thérapeute. Le thérapeute est une surface de projection. Mais ce que je remarque, c'est que même quand le cadre est vertueux, on n'arrive pas à éviter que ceux qui d'entre nous ont leurs blessures attaquent le thérapeute. Et c'est dans l'attaque peut-être du thérapeute que nous verrons la différence du cadre bienveillant, puisque quand il n'y a pas de cadre, c'est pas bienveillant. Quand il n'y a pas d'éthique, c'est pas bienveillant. Voilà, ça peut être mon dernier mot. Et puis je vous remercie vraiment d'avoir lancé toute cette série de témoignages. Et puis, les navires qui doivent couler, coulent.